Alors, Warren Buffett, le légendaire investisseur américain, qui a profité de sa lettre annuelle, comme chaque année donc, aux actionnaires de la holding Berkshire Hathaway, pour adresser un message au gouvernement américain, et en particulier à Donald Trump. Alexandre Stott, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Vous êtes économiste Europe chez Goldman Sachs. C'est pas anodin quand même de voir Warren Buffett exhorter Trump à de la stabilité économique. Je me dis, mais qu'est-ce qui l'inquiète, là, Warren Buffett? Il a quand même beaucoup d'expérience. C'est quoi? C'est le creusement du déficit public américain, si Trump gère de manière plus ou moins dispendieuse les comptes publics, avec une politique budgétaire qui est a priori très expansive. C'est ça le sujet? C'est le rebond de l'inflation possible aussi en lien avec sa politique. Qu'est-ce qui inquiète Warren Buffett? Je pense que l'inquiet de base, c'est que l'économie américaine dont dont Donald Trump a hérité en arrivant à la Maison-Blanche était en réalité en très bonne santé. Donc la croissance était bonne, entre 2 et 3%, l'inflation descendait sous les 3%, malgré des taux directeurs de la Banque centrale qui étaient relativement élevés. Donc la crainte, c'est que le nouveau président perturbe un peu cet équilibre assez bénin pour beaucoup de participants de marché. Dans les politiques économiques que Trump compte mettre en place, il y a du bon et du moins bon du côté de la croissance et de l'inflation. Vous pouvez penser à des négatifs comme des tarifs commerciaux ou une politique un peu plus restrictive sur l'immigration. Mais il y a aussi des choses qui sont perçues comme un peu meilleures, comme par exemple une régulation un peu plus libérale ou alors des coupes d'impôts. Je pense que ce qui inquiète un investisseur comme Warren Buffett, c'est l'incertitude et la volatilité que ça pourrait créer. Donc je pense que les tarifs commerciaux, c'est un très bon exemple. Il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites, encore très peu de choses qui ont été implémentées. Et ça rend bien évidemment les décisions compliquées pour les consommateurs et les investisseurs américains. Vous aussi, vous redoutez un rebond de l'inflation. Ça fait partie des préoccupations de Warren Buffett aux États-Unis. Inflation qui reste collée autour d'un peu de 3%, autour de 3% aux États-Unis. Ouais, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que s'il n'y avait pas cette discussion autour des tarifs, selon nous, l'inflation continuerait à décélérer. Car en réalité, le marché de l'emploi s'est desserré et est maintenant à des niveaux que nous jugeons quasi neutres, donc qui seraient consistants avec l'inflation qui retourne à 2%. Mais vu que Trump va sûrement mettre en place certains tarifs, il l'a déjà fait sur la Chine, il va le faire sûrement sur les imports critiques. Il est plus modeste, il avait dit 60%, il a mis 10 points. Oui, voilà, il a mis 10 points. Nous pensons qu'il va mettre 10 points de plus, et nous pensons que des tarifs sur les imports critiques, sur des pays comme l'Europe, des régions comme l'Europe sont assez probables. Et donc ça va créer un impact positif sur l'inflation. Ça sera temporaire. Les tarifs, c'est une remontée du niveau des prix. Donc sur l'inflation, ça se voit que temporairement, pendant 12 à 24 mois. Mais néanmoins, ça va créer quelque chose d'un peu perturbant pour la Fed, ça va garder l'inflation entre 2,5 et 3%. Ouais. Donc on n'aura pas cette décrue attendue. Et ce qui explique qu'a priori cette année, on n'aura pas de baisse de taux de la Fed. Une petite à la rigueur. Alors pour la Fed, oui, les implications sont un peu ambiguës. D'un côté, vous avez une inflation qui reste entre 2,5 et 3%. Donc de ce côté-là, vous n'avez pas vraiment envie de rabaisser les taux. Pour l'instant, la croissance est bonne, mais vous voyez au Q1 maintenant, certains chiffres commencent à être un peu plus faibles, et la politique monétaire reste restrictive. Donc en réalité, vous avez encore un peu de marge pour normaliser. Quelle croissance pour un trimestre? Donc nous, aux croissances, on a maintenant 2,0% sur le trimestre, si vous annualisez ces chiffres, mais c'est légèrement plus faible que ce à quoi nous nous attendions il y a 3 semaines, par exemple. On avait à l'époque 2,5, 2,6, on a maintenant 2, et on révise ces chiffres au fur et à mesure que les données arrivent. Bon, Warren Buffett qui insiste également, Alexandre Stott, sur le rôle crucial du gouvernement dans la préservation d'une devise forte. Il y a ce risque que Trump, de par sa politique, provoque une dévaluation du dollar qu'on ne voit pas du tout pour le moment. Il faut le dire quand même. Je suis d'accord avec ça. Pour nous, le dollar, sur le fait que le dollar est fort, il va sûrement le rester. Ouais. Une dévaluation au sens large, comme ce qui est mentionné par Warren Buffett, dans les types d'un accord avec plusieurs pays, ça serait l'intérêt des États-Unis d'avoir... Quel intérêt pour Trump de laisser le dollar filer? On ne voit pas ça du tout aujourd'hui. Alors, je pense que le but qu'il a en tête, c'est corriger le déficit commercial. Donc ça, c'est ce qui semble guider beaucoup de ses politiques économiques, y compris ce qu'il fait avec les tarifs commerciaux. Selon lui, le dollar est trop fort et pèse sur la compétitivité des entreprises aux États-Unis. Si le dollar était moins fort, il y aurait moins de déficit commercial? Voilà. Ah oui, parce qu'il y aurait, oui, les importations coûteraient plus cher. Exactement, donc la théorie économique te dirait qu'il faut que le déficit commercial soit un peu plus petit.
En réalité, le dollar est fort aussi pour d'autres raisons. Une étant que l'économie américaine est très productive, très forte, a le statut de monnaie de change au niveau global, et cycliquement en fait aussi surperforme d'autres économies. Donc c'est pas clair que le dollar fort soit le problème. En fait, c'est peut-être même le résultat d'une économie qui marche très bien. Je pense aussi, ouais. Lui veut chercher à résoudre ou rebalancer un peu ce déficit commercial. Il a envie d'avoir un dollar plus faible. Je ne me rappelle plus ce qu'il a dit. Comment il s'est positionné, Donald Trump, sur le dollar? Ouais, il a dit plusieurs choses qui ne sont pas forcément consistantes les unes avec les autres. Ouais. Donc il se plaint du dollar fort qui pèse sur la compétitivité, mais il veut une économie forte, avec une belle croissance, des taux d'intérêt plus bas. Tout ça n'est pas forcément très consistant. Avec monnaie faible, ça va pas ensemble. Exactement. Donc nous, je pense que la manière dont on le voit, c'est qu'une discussion sur une dévaluation au sens large sera peut-être envisagée. Ah bon? Mais elle est très peu plausible. Qu'est-ce que cette hypothèse qui circule dans le marché, comme quoi effectivement une dévaluation massive orchestrée par Trump, j'ai du mal à comprendre comment plusieurs pays se mettraient autour de la table des banques centrales pour dire il faut que l'euro, le yen, le yuan montent, que le dollar baisse, non? Pas... Absolument, lui c'est ce qu'il voudrait, mais ça nous semble peu probable également. Une des raisons étant, c'est plus dans notre culture, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ça, c'est pas quelque chose d'anodin. Mais encore plus important, c'est quelque chose qui est maintenant pas vraiment possible, vu qu'on a des politiques monétaires indépendantes et une libre circulation des flux de capitaux. Donc en réalité, il nous faut ce taux de change qui flotte pour que l'équilibre reste en place. Ce que Trump, je pense, a en tête, c'est de forcer certains pays partenaires, comme par exemple l'Europe, soit de vendre un peu des actifs américains, ou de relâcher un peu les vannes budgétaires pour faire remonter l'euro par rapport au dollar. La première partie nous semble très peu probable. C'est pas du tout dans les habitudes de la BCE de faire ça. Que de faire quoi, pardon, que d'essayer d'influer sur la devise. Oui, par exemple, vendre des dollars ou arrêter d'acheter vendre des dollars ou arrêter d'acheter des actifs là-bas. Ce qui nous semble plus possible, c'est que éventuellement les Européens acceptent un accord via lequel ils rehaussent un peu leur déficit, dépensent un peu plus sur la défense, et c'est là rééquilibre un peu ces équilibres mondiaux. Ouais, surtout qu'on a quel déficit commercial avec les États-Unis? Je sais plus, j'ai plus le chiffre en tête. C'est l'Allemagne essentiellement, non, qui a un déficit en Europe avec les États-Unis, non? Oui, exactement. On a un léger déficit commercial avec les États-Unis. Et d'ailleurs, ces choses-là ont pas mal évolué. On a maintenant un déficit commercial. On a un excédent, nous, avec les États-Unis. Oui, pardon. On a un excédent commercial avec. Donc les États-Unis ont un déficit commercial avec nous. Sur la partie biens, sur la partie services, en fait, ils ont maintenant un excédent. C'est ce que dit d'ailleurs Emmanuel Macron en déplacement. Il a dit qu'il faut regarder la balance en mettant les biens aussi les services. Exactement. Et ça, je pense que c'est une autre complication dans cette idée d'un accord de change au sens large. C'est que maintenant, les principaux déficits commerciaux qu'a les États-Unis sont en réalité avec la Chine et le Mexique. Avec la Chine, se mettre autour de la table avec eux, leur demander de faire plus, ça me semble relativement peu probable. Ouais. Donc le dollar, a priori, Warren Buffett recommande de la stabilité. C'est dans l'intérêt des États-Unis? Je pense en partie, oui. Donc le dollar, on finit là-dessus, il est où potentiellement sous l'administration Trump? Donc nous, on a un dollar fort. Là où il est aujourd'hui. Ouais, nous, on a un dollar fort par rapport à beaucoup de devises. Donc par exemple à l'euro, une vue qu'on a à horizon 12 mois, c'est qu'on pourrait réapprocher des niveaux proches de la parité. Ouais, on n'est pas loin, on est à moins de 5% de la parité. À 1,05, on n'est plus très loin de la parité. Et encore une fois, je pense que ça reflète plusieurs choses, juste structurellement le fait que les États-Unis soient plus productifs, en meilleure position que l'Europe, et aussi cycliquement le fait que certaines politiques économiques vont creuser encore cette divergence. Allez, merci à vos explications, signé Alexandre Stott, économiste Europe chez Goldman Sachs. Merci à vous.